Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler gros billets avec Nathan. Nathan, invité exceptionnel. Donc, il m'a contacté pour passer sur le podcast. Donc, je commence à avoir quand même une certaine notoriété. J'en suis très ravi. Et ça, c'est grâce à vous, les auditeurs. Et donc, Nathan, il a travaillé en banque privée suisse. Il gérait plus de 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et maintenant, il a lancé, sa société dans le domaine de la crypto-monnaie, MySeed Advisor, dans lequel il vous aide à trouver des pépites pour investir dans ce qu'on appelle les altcoins, donc les cryptos qui sont un peu moins connus que celles dont tout le monde, a déjà entendu parler, Bitcoin, Ethereum et tout ça. Donc Nathan, super interview, j'étais ravi de le faire, ça fait super plaisir. On va voir aussi comment est-ce qu'il a réussi à quitter, un peu son métier, très bien payé pour, justement se lancer dans l'entrepreneuriat et à quel point il en est ravi aujourd'hui. Donc on est parti. Avant de vraiment lancer l'épisode, je tenais à remercier. J'ai reçu un avis, mais dithyrambique sur Apple Podcast. Allez hop, je vous le lis, ça fait plaisir de se mettre un peu de pommade et de se lancer les fleurs. Donc c'est Matt Schotz, donc merci Matt, qui m'a dit: «J'écoute ce podcast depuis pas très longtemps, mais j'enchaîne les épisodes. J'adore ta façon d'expliquer, super simple à comprendre quand on est novice, super intéressant, invité au top et tout ça avec beaucoup d'humour, 5 étoiles méritées». Et ben, Matt, tu bien mérité avec un avis comme ça de passer sur le podcast. Et effectivement, j'essaye d'expliquer de manière simple aux novices. Là, dans l'épisode du jour, j'ai essayé, pareil de parfois de revenir sur des termes que Nathan, parce que Nathan, il a forcément l'habitude d'employer des termes tous les jours et pour lui, c'est évident et peut-être que pour les auditeurs, c'est pas forcément évident. Donc j'ai essayé un peu de revenir dessus pendant l'interview. S'il y a quelque chose que vous avez pas compris, bah, vous pouvez me contacter ou contacter Nathan, mais normalement, on est bon. Donc n'hésitez pas. Matt, là, il a mis la barre super haut avec son avis. Vous pouvez essayer de le battre. Je vous conseille de faire une sorte de compétition et bien sûr, en cas d'avis, du même niveau, vous aurez la joie, l'honneur de passer sur le podcast. Et dans tous les cas, je vous conseille de partager l'épisode. Là, aujourd'hui, on a un professionnel de la crypto. Il y a très, très peu de podcasts. J'écoute des podcasts dans tous les sens, en plus d'en avoir un. C'est vraiment super rare d'avoir un professionnel de la crypto, qui passe, sur les podcasts. Donc là, voilà, si vous voulez que je continue à avoir des invités de ce niveau, eh ben, c'est grâce au partage, c'est grâce au bouche à oreille. Donc, on est parti avec l'épisode du jour et on se retrouve après le jingle avec Nathan. À tout de suite. Et bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Nathan. Nathan qui a travaillé en banque privée et qui maintenant s'est lancé à son compte dans le domaine de la crypto. Alors, c'est toujours assez difficile et rare d'avoir un peu des pros de la crypto. Donc, c'est pour ça que Nathan, j'ai l'honneur de l'accueillir sur le podcast et j'en suis ravi. Bah, du coup, tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs. Euh, Bah, un peu ton parcours, peut-être depuis la fin de tes études jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Et puis après, on ira un peu dans le détail. Ouais, bah écoute, pour te parler un petit peu de mon parcours, donc voilà, je suis diplômé en économie et en droit. J'ai fait pas mal de choses. Voilà, dans le parcours professionnel, j'ai fait du private equity, j'ai fait de la régulation et puis pas mal de banques privées. Voilà, j'étais gestionnaire de portefeuille. Je gérais un portefeuille avant de dire bye bye patron, comme tu aimes le dire, j'avais un portefeuille sous gestion d'un peu plus de 2 milliards de dollars. Donc, euh, donc voilà, si tu veux, pour retracer un petit peu mon parcours. Ok, et maintenant, du coup, t'en es où? Écoute, aujourd'hui, j'ai plusieurs activités, plusieurs casquettes, toutes quasiment en crypto-monnaie. Je dis quasiment parce que voilà, j'ai un autre projet sur lequel je suis associé, pas mal de monde, mais ouais, aujourd'hui, c'est éminemment des projets crypto. Je suis le fondateur de la société MySeed Advisor. Grosso modo, si tu veux, on aide les particuliers à investir en crypto-monnaie. Euh, Voilà, après, j'ai obtenu, enfin, pardon, j'ai travaillé avec plusieurs acteurs de l'écosystème crypto français pour les aider dans la régulation.
Et voilà. Puis j'ai un autre projet, si tu veux, qui s'appelle 20, qui me prend aussi pas mal de temps. Je suis associé avec pas mal d'entrepreneurs à succès. Et les 20, si tu veux, c'est une solution de QR code qui permet de payer rapidement ton addition quand tu as fini de manger au restaurant. Voilà. Ok. Ouais, super. Bah, on peut. Nous, on a. Alors, moi, je passe pas mal de temps au Luxembourg. Nous, on a déjà un peu un système comme ça qui existe. Payconic, là, ils existent aussi en Belgique, je crois. Euh, c'est assez pratique et on peut s'envoyer de l'argent aussi. Je sais pas si c'est aussi dans vos tuyaux. Nous, on peut s'envoyer de l'argent super Euh, facilement avec Ah la non, même c'est appli, top. là. Non, nous, Comme c'est, un peu non, un nous, SMS. ouais, non, nous, on est en Suisse. Si tu veux, c'est l'avantage. On a un marché avec pas mal de barrières à l'entrée, mais c'est ce qui fait justement notre force, qu'on a pu se positionner sur ce marché. Euh, et dans nous, c'est spécialisé dans le partage de l'addition, le versement du pourboire, comme un peu avec Uber Eats aujourd'hui. Ok, Voilà. super. Et bah, du coup, on va faire ton parcours dans l'ordre chronologique. Donc, tu as été en banque privée. Alors, les banques privées, c'est toujours. Moi, j'ai pas mal de personnes qui me suivent qui sont investisseurs, mais tu vois, qui sont investisseurs, on va dire, avec des patrimoines, en tout cas, sous les 2 millions d'euros. Du coup, la banque privée, c'est un peu, je pense, enfin, après, ça dépend des pays, des banques. C'est pas tout de suite, je pense que même à 500 000 euros, c'est déjà compliqué, 1 million, 2 millions. Donc, si tu pouvais un peu présenter qu'est-ce que c'est une banque privée, quels sont les atouts de la banque privée par rapport à une banque classique, pourquoi les personnes qui sont aisées et qui ont aussi souvent une bonne connaissance de l'argent, elles vont vers ce type de structure. Ouais. Ce serait intéressant et un peu voilà les niveaux que tu connais pour pour Bah, atteindre avec, enfin le ticket d'entrée en fait pour avec aller en joie. banque privée. Écoute, pour te le résumer en deux mots, pour moi, c'est un peu du pipeau. Je vais t'expliquer pourquoi. Ok. C'est un peu du pipeau. En fait, si tu veux, tu payes le premium. Tu payes le fait d'avoir accès au WhatsApp de ton banquier. Tu payes l'accès à être invité à des événements à Roland-Garros. Tu payes les petits chocolats que tu vas recevoir à la fin de l'année. Après, en termes de produits, si tu veux, il n'y a pas fondamentalement de différence. C'est vraiment un service plus plus pour te donner un peu les critères. Voilà, dans la banque dans laquelle je bossais, donc moi c'était Barclays Banque Privée. On était, si tu veux, les clients devaient avoir 5 millions de francs suisses en cash à déposer. Donc, on est à peu près à 4 millions et quelques, 4 millions 5 d'euros. C'était le ticket minimum. Donc, ça impliquait que les clients aient à peu près au minimum 10, 15, 20 millions de patrimoine. Et si tu veux, voilà, après, les produits sont sensiblement les mêmes qu'en banque classique avec voilà avec si tu veux quelques petits bonus sur des fonds d'investissement qui seront un peu sympas sur la possibilité de trader des options, sur la possibilité de d'acheter des actions, mais enfin des actions, voilà, tu peux le faire aussi tout seul, mais en gros, si tu veux, c'est vraiment un service premium que tu vas payer. Par exemple, je me souviens d'une anecdote, ça a été un dimanche à 3 heures de route de la banque, il y a un client qui nous a demandé de lui apporter 10 000 balles, tu vois. Donc là, Hmm. tu as des employés qui se débrouillent, qui viennent chercher la valise et qui va lui apporter, quoi. Donc tu poses pas trop de C'est questions, quoi. ok, c'est ce genre de service. Et, C'est euh, ça. et c'est quoi du coup le coût d'un tel service? C'est des forfaits, c'est des commissions, Alors en fait, tu as deux choses. Tu as premièrement des frais qui sont pris tous les trimestres. Je crois que concrètement, juste ça, juste le compte, ça te coûte net, enfin, ça te coûte 2000 balles. Je crois à peu près, tu vois, par 2000, trimestre. 2500. Non, sur l'année, je crois. Ah, Tu vois, juste, d'accord. tu payes 2000 balles. Mais en gros, la banque, elle va se rémunérer sur les produits d'investissement, si tu veux, les produits d'investissement dans lesquels le client va investir. Euh, Ça, c'est vraiment, si tu veux, le truc. C'est-à-dire que si, par exemple, tu mets des fonds en gestion sous mandat, par exemple, tu dis, bah, je vous mets 1 million, vous me les gérez sur les marchés, euh, eh bien, si tu veux, la banque va se rémunérer peut-être aux alentours de 1% de cette somme. Voilà, elle va se rémunérer, si tu veux, avec des frais de gestion, des frais de machin, mais
le bénéfice de la banque dans sa poche, c'est à peu près 1% du montant que le client va déposer. Voilà. D'accord. Et tu as accès, une question que je me posais, c'était par rapport aux obligations. On sait que pour les particuliers, c'est un peu compliqué d'avoir accès au marché obligataire, c'est plutôt des sociétés. Est-ce que tes clients, ils avaient accès à ça? Ouais, sans problème. Ouais. Sans problème. Mais après, Les c'est seules sûr que choses, si tu si tu enlèves veux, 1% à des rendements d'obligations qui sont souvent faibles ou alors super risqués quand c'est plus haut, ça commence à, bien sûr, ça, bien ça sûr. commence à plus trop être Ah, tu as tout à fait rentable. raison. Et j'ai oublié un petit avantage quand même qui s'appliquait pas forcément avec Barclays, mais c'est un avantage de banque privée. Tu sais, lorsqu'il y a des IPO et qu'il y a des sociétés qui se cotent en bourse, tu peux, en tant que client, rentrer en pré-IPO. Tu vois, donc te positionner déjà en amont, avant De l'IPO, l'IPO. sans faire D'accord. du private equity si tu veux, mais te positionner en pré-IPO. Le défaut de Barclays, c'était que c'était quand même une petite banque privée. En tout cas, Barclays Genève, c'était une petite banque privée, donc les volumes étaient pas, si tu veux, Conséquent pour que des sociétés qui aillent c'est sur ça, ce c'est ça, si tu côté veux. fassent appel à Barclays. C'est ça exactement. Donc ça restait JP Morgan, ça restait Goldman, ça restait ces grosses banques d'investissement là. Mais voilà, ça fait partie des avantages quand même qui sont importants à noter, Et ces prix qui IPO, vont elles sont au rentrer dans même le prix que calcul. l'IPO? Ah non, bah, du coup, tu rentres sur un. En fait, si tu veux, c'est un peu la loterie, c'est-à-dire que tu sais pas à l'IPO si le prix va monter ou va descendre. Donc, si tu te positionnes en pré-IPO avec le prix baisse après le listing, tu as perdu. Oui, Enfin, après le listing. finalement, tu Ça, perds un c'est la même peu. chose avec un IPO, ouais. Exactement. Donc, Ouais. voilà. Ok, donc IPO, pour ceux qui savent pas, c'est tu souscris aux actions avant leur premier jour de cotation et du coup, le premier jour de cotation, parfois ça part vers le haut, parfois ça part vers le bas. Donc en un jour, vous pouvez gagner beaucoup d'argent ou en perdre pas mal. L'IPO qui était connu en France, dont on parlait pendant longtemps, c'était la Française des Jeux. Il y avait eu pas mal Exact. de J'avais fait battage. j'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus et le scénario a été plutôt respecté. Ouais. Investissement parfait du bon père de famille, la Française des Jeux, Hmm. avec un dividende, avec un prix qui restera à peu près stable, etc., etc. Ok, super. Et toi, ton rôle, du coup, là, tu nous as dit que tu gérais 2 milliards d'actifs sous gestion. Ton rôle, c'était quoi exactement? C'était de définir les investissements, de répondre aux clients, de le diriger vers le bon fonds. Quel était ton rôle Exact. Si exactement? tu veux, donc c'est premièrement, le rôle premier, si tu veux, c'est la gestion de la relation. Et ça veut dire effet de manche, si tu veux instaurer un lien de confiance avec le client. Voilà, c'est vraiment le métier de base du banquier privé, même si le mec est nul. Quand je dis le mec, je parle du banquier, même si le mec est nul, s'il est sociable et que il sait bien aider ses clients, il y arrivera. Donc ça, c'est le premier truc. Donc c'était voilà d'entretenir cette relation-là. Et puis après pitcher les produits, je passais des heures de bourse, je faisais pas mal de choses si tu veux. J'accompagnais le client sur des opérations immobilières, je lui conseillais tel fonds par rapport à tel fonds, etc. Et voilà. Donc si tu veux le Du métier, coup, via votre structure, donc tu pouvais investir dans le marché des actions, des obligations. Là, tu as parlé d'immobilier. Euh, Votre banque, elle proposait des produits immobiliers, ça, des programmes neufs ou c'était quoi? C'était non, c'est-à-dire que en fait, si tu veux, en général, ce qu'on fait en banque privée en IMO, c'est un client qui veut acheter une maison ou une villa à 25 millions, on va lui financer si tu veux. En général, les banques privées font peu d'immeubles de rapports, de bureaux, etc. Mais quand c'est les villas individuelles, ils font. Et pour les clients, si tu veux, musulmans, il y avait les morabara. Tu sais, ça fait partie de la finance islamique. En gros, si tu veux, la finance islamique empêche. L'un des vecteurs, si tu veux, de la finance islamique, c'est d'empêcher la riba, c'est-à-dire empêcher le prêt à intérêt c'est sans, ça, sans le temps, raison. il peut pas rapporter d'argent aux musulmans, c'est ça? Exactement, Ouais. exactement, exactement, c'est exactement ça. Du coup, en fait, ce qu'on proposait, c'est que la banque achète le bien, porte le risque et elle le revend tout de suite derrière au client. Cash. Si tu veux, comme ça, le client, il paye content. Enfin, si tu veux, il paye content le bien avec un fee pour la banque. Voilà, grosso modo, c'était un des produits de finance D'accord. de finance islamique qu'on propose. Là, c'est ça, souvent, les loyers, c'est un peu ce qui permet de compenser pour que ce soit Sharia compliant ou je sais plus exactement le nom. Exactement, exactement. Ok. Et ben, ça, on a vu.
Je fais un peu le lien. Et toi, du coup, tu devais être joignable tout le temps ou vous avez des roulements ou comment ça? Je pense que ce que le En client il cherche, fait, c'est d'avoir une relation avec une seule personne, probablement, non? c'est ça exactement. En fait, si tu veux, nous, on était une équipe de trois et on était tous un peu interchangeables. Voilà, c'était l'avantage parce que sur un book de milliards 5, tu imagines bien que tu peux pas tout gérer tout seul. Ça fait beaucoup d'argent, beaucoup de clients. Et on était un peu interchangeables, mais les clients avaient nos WhatsApp, ils pouvaient nous contacter, etc., etc. D'accord. D'accord, je vois un peu Et tu gérais combien de clients? Écoute, on était entre 100 et 150, je dirais. Ouais, 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 c'est beaucoup moins qu'une banque classique, mais ça fait quand même un sacré ouais, c'est clair. nombre. Puis quand tu as un événement, je suppose, par exemple, tout le monde veut, tu peux m'avoir le ticket pour, tu parlais de Roland Garros, Ouais, c'est ça un va peu être, ça. les 100, ils vont se dire, bon, je paye 2 000 € par an, au moins, autant que ça serve, Ouais, c'est un peu ça. de temps en temps. Et vous faisiez vous prêtiez de l'argent pour acheter en action, tu sais, des crédits lombards, des choses comme ça, des avances sur Ouais, titres ou ouais, on des. faisait du lombard. Si tu veux, le crédit lombard, grosso modo, c'est un peu du prêt à la conso, quoi. Donc, ouais, on fait crédit lombard. C'était assez avantageux, d'ailleurs, parce que les taux étaient assez intéressants. On était sur entre 1 et 2%, si tu veux, là-dessus, alors qu'un prêt à la conso en banque classique, ce serait plutôt entre 3 et 4%. D'accord. Et ça représentait donc tu nantissais les titres et après tu pouvais emprunter quoi 50% de la valeur des titres. C'était quelle proportion de la valeur des titres Euh, nantis? En fait, par exemple, la LTV était à peu près de 80%. C'est-à-dire que, je te dis une bêtise, mais LTV si loan le to gars, value, je suppose. exactement, loan to Donc value, la c'est-à-dire valeur du que, prêt par rapport à la c'est valeur du ça. Donc, si sous-jacent. le client dépose, par exemple, pour 100 euros d'action Facebook, Apple, nous, on va pouvoir lui prêter 80% de ce montant-là D'accord. en liquide. Voilà. Et du coup, ça fait après il peut acheter pour 180 enfin il a déjà les 100 et il peut racheter pour 80 quoi. De. Alors, il faut pas qu'il sorte ses actions, sinon Oui, oui, il a un collatéral. Mais sinon, c'est oui. tout Ouais, à fait ça. ouais. Il peut en tout cas avoir de la liquidité parce que il peut ne pas avoir envie de vendre ses actions et d'avoir du cash. Donc, on va lui prêter. Et selon le risque du produit, si tu veux, la LTV va augmenter ou va descendre. D'accord, d'accord, je comprends. Et la deuxième étape de l'interview dont je voulais te parler et qui, je pense, est intéressante avant qu'on aille sur les cryptos, c'est en fait ton changement de statut parce que moi, je suis beaucoup sur Instagram j'écoute plein de podcasts un peu dans tous les sens. Et en fait, ce qui manque, je trouve, c'est que beaucoup de gens qui vivent des réseaux et qui vendent des formations ou alors qui sont je sais pas, influenceurs ou peu importe, souvent ils avaient des revenus assez faibles. C'est des gens souvent qui n'ont pas fait d'études ou qui avaient des métiers un peu qui n'ont pas exercé longtemps leur métier, qui avaient des métiers enfin t'entends souvent c'est 2 000 € par mois, 3 000, enfin tu vois des montants qui sont déjà facilement remplaçables par d'autres sources de revenus. Et c'est sûr que quand on commence voilà, vu l'activité que tu avais et qu'en plus c'était en Suisse, je connais un peu déjà les salaires d'entrée en Suisse sont assez élevés, c'est vite du 4 000 – 5 000 francs quand tu commences. Donc, ce qui m'intéressait de voir avec toi, c'était un peu comment tu as pris la décision de quitter alors c'était peut-être un peu une cage dorée ou je sais pas, mais je suppose que ton niveau de vie, il avait déjà un peu rejoint, même si on essaye de vivre un peu en dessous de ses revenus, ton niveau de vie, tôt ou tard, il finit par te rattraper. Tes collègues, ils ont un niveau de vie qui est on va dire, qui est en corrélation avec leurs revenus. Et donc, voilà, si eux, ils vont en vacances, ils vont pas en vacances au camping du coin, ils vont peut-être, je sais pas moi, aux Seychelles, à l'île Maurice, des choses comme ça. Donc, comment toi, tu as réussi on va dire, justement décider de dire bye bye patron. Et est-ce que tu avais anticipé ça? Tu avais de l'épargne? Tu as baissé ton niveau de vie? Peut-être ta femme ou ta compagne, tu savais qu'elle allait assurer. Enfin, voilà, comment tu as réussi à quitter cette cage dorée ou, enfin. Eh ben, en tout cas, je vois que tu es toujours ultra pertinent dans tes questions parce que tu poses les mots sur toutes les barrières ou les difficultés que j'ai pu avoir. Mais effectivement, si tu veux, j'étais pas moi le cliché voilà, c'est plus difficile de quitter ton job quand tu gagnes le SMIC que quand tu gagnes 10 000 balles par mois, donc c'était mon cas. Euh,
Écoute, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, si tu veux. C'était mon leitmotiv. Euh, Dans le sens où j'avais depuis longtemps cette volonté de créer quelque chose. J'ai juxtaposé plusieurs activités pendant un certain temps, jusqu'au jour où, de toute façon, ça rentrait en conflit avec mon activité à la banque. En gros, si tu veux, je commençais à, voilà, ça s'est fait par la crypto. Je m'intéressais à beaucoup de choses. J'ai rejoint les acteurs de l'écosystème. Et concrètement, il y avait un conflit d'intérêts et deux, j'en pouvais plus d'être au taf. Donc, si tu veux, voilà, toutes les raisons ont fait que bah, j'ai démissionné et puis j'ai pu avoir ça. Alors, effectivement, tu vois, je suis passé de 10 000 par mois à peu près 1002, 1003, 1005 de revenus, si tu veux, mensuels, parce que c'était les seuls postes de salaire que je recevais en bossant avec les petites startups de crypto françaises. Euh, et avec un loyer à 3000 balles par mois. Donc ça, C'est c'était ça. la difficulté. Néanmoins, si tu veux, bah, j'ai puisé un petit peu dans mes réserves, mais sans attaquer trop. Et si tu veux, voilà, j'ai pas eu à demander de l'argent à ma femme, mais c'est vrai que voilà, il fallait pas que ça dure trop longtemps. C'est pour ça que j'étais motivé, si tu veux, à lancer mes business, à lancer My Seed Advisor, à faire tout ça. Et c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Vraiment, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Voilà, clairement. Ouais. Ok. Donc en fait, ton projet, il était déjà lancé. Il avait déjà, enfin, ses balbutiements. Tu voyais que c'était possible de gagner de l'argent et tout. Et puis après, au bout d'un moment, puis tu avais une question de temps aussi, je suppose. Tu peux pas, enfin, de temps et d'énergie, quoi. Tu peux pas travailler jusqu'à 18-19 heures et puis après passer encore 4 heures Bah, c'est ça, sur tes c'était projets exactement tous les ça. jours. C'est-à-dire que je rentrais de la banque et puis ma deuxième journée commençait. Et c'était beaucoup de travail pendant un certain temps. Donc, voilà, je suis content d'avoir fait ce choix et j'encourage, si tu veux, les gens qui ont ce désir, alors de préparer un peu un projet en avance, se lancer corps et âme, mais voilà, il faut pas se laisser retenir par, entre guillemets, une cage dorée ou, voilà, même si c'est une belle prison, hein, en Suisse avec de l'argent, mais néanmoins, voilà, j'étais pas heureux. J'étais pas heureux. D'accord. Et du coup, on va passer sur My Seed Advisor. Donc, si tu peux nous parler de la genèse du projet. Donc, tu en as un peu parlé, mais peut-être plus en détail. Pourquoi la crypto comment peut-être tu t'es formé, combien de temps ça t'a pris, peut-être cette phase-là avant vraiment le lancement officiel. Et puis après, on verra sur l'activité que vous exercez. Bien sûr. Bah, pour parler donc de My Seed Advisor, si tu veux, en deux mots, parce qu'on entrera peut-être dans les détails après, mais voilà, c'est un programme qui aide les gens à investir voilà, en crypto et puis un petit peu sur le marché boursier américain. Première chose. Le projet, effectivement, avait un petit peu mûri. Je l'ai bêta testé pendant un an, donc pendant que j'étais encore salarié. Et si tu veux, vraiment, l'essence du programme, c'était d'offrir une partie des services qu'on peut avoir en banque privée à des particuliers. Et surtout, de démocratiser cette technologie crypto, voilà, qui était le vecteur, si tu veux. Voilà, j'ai compris, si tu veux, le changement technologique qui était en train de s'opérer. J'ai compris que c'était l'innovation de notre siècle. Et vraiment, j'insiste là-dessus, si tu veux, la blockchain encore plus que les cryptos qui sont des ramifications. Mais c'était voilà, et je voulais pas louper cette vague, ce changement, et vraiment faire partie des pionniers français en tout cas. Voilà. D'accord. Et tu peux dire, parce qu'en fait, souvent, j'écoute un podcast, Génération Do It Yourself, et il interviewe des entrepreneurs et on met beaucoup de temps à comprendre vraiment ce qu'ils vendent ou ce qu'ils proposent. Donc, toi, Ouais. là, on a compris l'idée. Qu'est-ce que tu proposes concrètement si demain Alors, tu vas être client MySeed Advisor, ce qui n'est eh pas le cas pour ben, l'instant? Qu'est-ce que c'est justement ce que vous proposez? alors très concrètement, nous on construit des portefeuilles types avec des allocations, avec des crypto pépites. Ok. Je vais vous dire par exemple, voilà, portefeuille risque standard, portefeuille risque faible, portefeuille risque élevé, avec plein de crypto à l'intérieur en fonction de votre risque, et vous pouvez dupliquer ces portefeuilles. Voilà, notre offre, c'est celle-là. Et en plus, il va y avoir une newsletter crypto mensuelle, des analyses hebdomadaires, un groupe d'échange et pas mal de petits bonus, etc. Mais le cœur du programme, c'est ça. C'est nous, on sélectionne en amont, avant que les fonds d'investissement ne rentrent sur ces produits, des crypto-pépites, des projets qui nous paraissent prometteurs d'un point de vue technologique. On vous les propose, on vous en parle.
les clients se positionnent et voilà, en répliquant, si tu veux, nos portefeuilles. Très concrètement, la formule, c'est celle-là. D'accord. Et peut-être tu pourrais nous parler des critères que vous utilisez pour juste déterminer ces crypto-pépites. C'est quoi? C'est la technologie? Peut-être à quel point il y a déjà du mouvement sur la crypto? Il y a déjà un peu de fonds? Qu'est-ce qui vous Quels sont vos critères d'investissement? Je suppose que vous avez une sorte de peut-être de pas de peut-être de checklist ou j'en sais rien, ou Tout à de fait. critères à remplir Non, non, très clairement, si tu veux, on a considérer toute une une, crypto comme bien sûr, on a toute une roadmap d'analyse, c'est-à-dire qu'on va retenir plusieurs critères. Premièrement, c'est l'apport technologique. Est-ce que c'est du flanc? Est-ce que c'est du vent? Est-ce que c'est un shitcoin? Ou est-ce que c'est quelque chose qui propose un vrai apport technologique? Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une adoption? Est-ce que le projet est porté par une communauté? Est-ce que l'équipe qui porte le projet, elle tient la route? Est-ce que c'est des néophytes ou est-ce qu'ils ont déjà réalisé des choses? Ensuite, si tu veux, on va regarder les métriques en termes de data, en termes de volume on-chain, c'est-à-dire euh, le volume en circulation, la TVL, donc la total value locked. Quelle est la valeur qui est lockée dans les smart contracts, etc., etc. Si tu en analyses toutes ces métriques, qu'on fait cross-checker par 3 analystes. Premièrement, analyse 1, 2, analyse 2, 3 mois. Et une fois qu'on cross-check tous ces critères, tu veux, on passe une vingtaine de projets au crible par semaine et on retient, si tu veux, 1, 2 projets. Et chaque mois, on va rentrer sur de nouveaux projets, sortir de certains projets pour, si tu veux, avoir une gestion de portefeuille dynamique. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait avec un listing de critères bien définis. OK. Tu peux parler de cette total value locked parce que c'est peut-être quelque chose qui est pas clair dans Bien sûr. l'esprit de En tout le fait, monde. si tu veux, quand tu parles de crypto, il y a toujours un vecteur de rareté qui doit être considéré. Ok. Par exemple, je dis une bêtise, mais admettons qu'on soit en 2029 et qu'il reste plus que 500 bitcoins, tu sais, puisque son nombre est limité à 21 millions, qu'il reste plus que 500 bitcoins à libérer, à miner. Et ben, si tu veux, ça, on sera plus proche de la rareté finale de ce produit-là. Maintenant, la TVL, si tu veux, ça va être quel est le volume de tokens qui va être libéré, qui va être vendu, pour savoir en fait, est-ce que ça va être un actif où ils vont injecter un nombre de tokens en puissance sur le marché ou pas, pour savoir un petit peu en fonction de, pour comprendre un peu à quel point est-ce que la crypto ou le token va être rare, va être une denrée un petit peu rare. Et ça, c'est un critère important. Si tu veux, la TVL, c'est ça, c'est la total value locked, c'est le montant des cryptos qui sont bloqués dans les smart contracts. OK. Voilà. Oui, parce que forcément, si tu as, je sais pas, j'ai une bêtise, 100 milliards de tokens qui vont être émis, bah, tu peux te dire que ton token, il vaudra jamais 10 000 euros, quoi, parce que 10 000 fois 100 milliards, ça, ça commence à faire beaucoup. Et C'est pour, exactement ça. voilà. C'est Pour le exactement ça. Et c'est un Bitcoin, on peu ça sait, les controverses. Et c'est un peu c'est ça les 21 controverses qu'il y a millions. eu sur Ripple, par exemple, tu vois. Ouais. Donc, voilà, avec des pump and dump de la part des fondateurs qui injectaient Parce qu'ils ont énormément de changé liquidités. à. Parce que le Ripple, à un moment, enfin, je sais qu'il y a 3 4 ans, c'était un peu. La technologie, elle était super prometteuse. Pour s'échanger de l'argent, ça allait super vite, c'était pas très cher. Et après, le cours, d'un coup, il a dégringolé, il est resté bloqué très, très longtemps. Et si je dis pas de bêtises, en 2021, à un moment, il a quand même repris un peu Tout des à couleurs. fait. Donc, Aujourd'hui, si tu veux, c'est encore plus caricatural que ça, dans le sens où le cours du Ripple est indexé entre ce qui se passe dans le procès entre Ripple et la SEC. Tu sais, l'autorité de contrôle américain, la Security Exchange Commission. Et en gros, si tu veux, chaque fois que il y en a un qui prend l'avantage sur l'autre, le cours il monte ou il descend. Là, dernièrement, si tu veux, la SEC avait dit, en gros, vous êtes coupable d'avoir fait ça, le cours a plongé. Le lendemain, ils annoncent un appel, paf, le cours reprenait du poil de la bête. C'est un peu ridicule, mais voilà. Mais c'est un projet auquel, enfin, si tu veux, on s'intéresse pas à Ripple à cause de l'historique des fondateurs, à cause de pas mal de choses. Donc voilà. d'accord. Et tes portefeuilles, donc tu as dit, t'as parlé que vous avez des portefeuilles par risque. Vous avez aussi des cryptos qui sont top 10, top 100, je sais pas, des Ethereum, des Bitcoin, des Dogecoin. Vous avez des Dogecoin? Non, si tu veux, on fait pas de shitcoin dans le portefeuille et on Ok. fait pas non plus ni de Bitcoin ni d'Ether. C'est-à-dire que t'as Ouais. pas besoin de nous pour savoir, enfin, je vais préciser, mais t'as pas besoin de nous pour savoir qu'il te faut du Bitcoin et qu'il te faut un peu d'Ether. Après, dans la construction des portefeuilles types,
si tu choisis un portefeuille de risque faible, on va te dire, il te faut quand même au minimum 30% de BTC, 30% d'Ether ou un peu plus. Et après, le reste, si tu veux, notre grosse valeur ajoutée, elle se fait sur les altcoins pour aller chercher, si tu veux, ces petits actifs qui vont te faire ta perf. C'est là-dessus, si tu veux, qu'on peut faire des multiples intéressants. Ouais. Ouais, parce que c'est ça, le Bitcoin. Bon, personne ne sait le futur, mais il va probablement pas faire x100. Alors que vous, je suppose que c'est ça un peu votre créneau, de trouver C'est des. ça, exactement. Alors, sans toujours faire des fois 100, déjà, si tu fais un fois 10, un fois 20, un fois 30, c'est déjà bien, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, vous en avez. Donc, vous êtes lancé quand? Écoute, la société existe depuis janvier 2021. On a commencé, on était un, c'est-à-dire C'était moi. toi. Et voilà. Et aujourd'hui, on est 8. Et vous avez beaucoup de clients? Je sais pas si tu veux en parler ou. Oui, j'ai pas de souci à Ouais. dire ça. Aujourd'hui, on accompagne à peu près 300 personnes. Voilà, à peu près Ça, 300 voilà, clients. ça a déjà bien pris. Et puis on te souhaite que ça aille de mieux en mieux. Et, euh, Merci et beaucoup. du coup, tes clients, ils te font confiance. Concrètement, est-ce que le portefeuille, est-ce que par exemple, moi, je t'envoie 10 000 euros et t'achètes, tu les mets dans ton portefeuille, ou est-ce que toi, tu vas me dire, ouais, tu dois acheter ce coin, ce token, tu vas sur cet exchange, tu dois faire le QIC là, tu dois aller sur C'est ça, on est PancakeSwap plus et sur, tout. c'est ça, on est plus sur cette deuxième formule parce qu'on fait pas de gestion sous mandat. En France et en Suisse, c'est très réglementé. C'est-à-dire qu'à moins que tu aies 100 000 balles à placer, on peut pas te faire de gestion déléguée, en fait. Donc, c'est à toi de répliquer ce qu'on fait nous, mais c'est très peu chronophage. Si tu veux, à partir du moment où tu fais ton premier setup de portefeuille, après, ça prend à peu près 1 heure par mois max pour faire tout ça, quoi. D'accord. Et de temps en temps, vous envoyez des alertes dans le mois, par exemple, le cours de un tel coin a explosé, on vous conseille de vendre des choses comme ça. Tout à fait, c'est exactement Voilà. ça. C'est-à-dire que chaque mois, tu vois, on va rentrer sur de nouvelles alertes, on rentre sur ces nouveaux projets-là. Normalement, on va rester en position entre 3, 6, 12 mois, mais tu vois, par exemple, au mois d'août, il y a un token sur lequel on a fait x3 en 10 jours, donc on a préféré vendre, si tu veux, on a bien fait, parce que derrière, c'était un peu recassé la figure, même si ça remonte doucement. Mais voilà, il peut nous arriver de faire des petits coups de fusil, quoi. D'accord. Et tu Voilà. conseillerais, si quelqu'un veut devenir client de MySeed Advisor, tu lui conseillerais d'arriver avec quelle somme, ou sur un an peut-être combien investir, parce qu'il Sur y a un des an, je frais chez vous, conseillerais, donc ouais, sur un an, je conseillerais de pouvoir investir 3 000 euros à peu près, minimum, ouais. sur un an. Voilà. 3 000 en Sur plus 360. enfin 3 000 que sur les coins que vous connaissez, enfin que vous C'est ça. conseillez bien sûr. C'est ça, exactement. Et ouais, ben et vous êtes sur combien? T'es sur combien d'exchanges? Parce que moi, c'est vraiment un peu la question. Moi, en fait, C'est j'avais clair. investi pas mal en 2017, vers août, septembre. C'était un peu le début. Les cours, ils avaient monté. Puis en janvier 2018, les cours, ils ont rebaissé. J'avais gardé pas mal. Et vers décembre 2018, ça faisait un an qu'il se passait presque rien. Et j'ai vendu pas mal de positions parce que je me suis dit, je vais oublier les exchanges. Tu sais, il y avait des trucs un peu. Maintenant, c'est un peu plus clair, mais à l'époque, je sais plus, j'étais sur 5-6 exchanges. Il y avait des trucs qui avaient presque pas de volume, ou tu voyais enfin, l'écart là, entre le bid et le ask, il était énorme et tout. Du coup, vous êtes sur combien d'exchanges, tu sais à peu près? Je suppose Écoute, que tu ouais, sais. oui, oui, bien sûr. Après, si tu veux, tout dépend. C'est-à-dire que c'est en fonction du projet qui sera listé selon l'exchange. Si tu veux, on dit pas, c'est pas l'exchange qui va déterminer Ouais, les produits, forcément. c'est les produits qui vont déterminer l'exchange. Aujourd'hui, si tu veux, on jongle sur 3 plateformes à peu près. 3 plateformes, ça va. Ouais, à Et peu après, près. on sait quand t'as une grosse. Quand tu as une grosse plateforme, là, si je dis pas de bêtises, Shiba Coin, là, il est rentré sur Coinbase cette semaine. Et le cours, il est, je sais plus, enfin, au moment où j'ai regardé, c'était plus 80%, ou C'est clair. un truc fou quand tu rentres sur un gros exchange. Ouais, c'est clair. Le listing de en général fait pumper ton prix à la hausse. Ouais. C'est clair. Et bah, du coup, je voulais un peu voir avec toi les cryptos en tant que telles. Quelle technologie, donc tu as parlé un peu de la technologie. Quelle technologie tu vois donc, ce que tout le monde voit, c'est en gros, on peut s'échanger de l'argent facilement, avec pas trop de frais, d'un bout à l'autre du monde, et assez rapidement. Quelle technologie, à part celle-là, tu vois qui pourrait émerger, indépendamment à la limite de la prise de plus-value, parce que c'est pas forcément lié, mais Bien sûr. quels sont un peu l'avenir de la. T'as dit que c'était le changement technologique du siècle. Peut-être pour
toi, quels sont les usages justement qu'on voit déjà et qu'on pourrait voir apparaître assez Ben, prochainement? premier, si tu veux, c'est la décentralisation. C'est cet aspect décentralisé qui permet plein de choses. Qui permet, alors d'un point de vue un peu plus philosophique, de remettre le pouvoir un petit peu du contrôle de la monnaie entre les mains du peuple. Vraiment, de ne pas avoir d'organe central qui va réguler le cours. Deuxièmement, de pas te demander 3 fiches de paye, un certain montant, etc., pour pouvoir emprunter de l'argent. Et si tu veux, ce système voilà d'emprunter ou de prêter de l'argent à d'autres utilisateurs de manière décentralisée, avec une offre et une demande qui va se rencontrer dans des pools de liquidités. Et ça, pour moi, c'est très intéressant dans le sens où bah, tu vas pouvoir être rémunéré aujourd'hui en prêtant ton argent. Et aujourd'hui, les taux, si tu veux, au plus bas, tu trouves des choses entre 6 à 9% déjà. Rien que sur du cash. Juste sur du cash, tu vois, sur du lending. Tu vois, donc ça, c'est vachement intéressant. Et tous les produits bancaires ne peuvent pas rivaliser avec ça. Donc pour moi, c'est si tu veux, le vecteur le plus important. Le fait de faire des transactions de millions et de millions de dollars en Bitcoin ou dans une autre crypto, que ça te coûte 2 euros, 3 euros, euh, si tu veux, tout cet aspect-là, beaucoup plus disruptif, plus rapide. Et puis, la transparence de la techno, même si tu sais pas forcément qui est la personne associée au wallet en question, au portefeuille en question, mais tu vois tous les mouvements qui ont été effectués, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment game changer parce qu'après, tu vas avoir plein d'applications possibles. Rien que dans les NFT. Les NFT, j'aime bien l'exemple des NFT. Pourquoi? Parce que Donc on NFT, parle pas de crypto. non-fungible token, donc c'est des produits numériques qui sont uniques en fait, qu'on peut pas Exactement, copier-coller. qui sont certifiés, si tu veux, d'une signature électronique unique et par la technologie blockchain. Juste, j'ouvre une parenthèse, un Bitcoin et un autre Bitcoin, ce sont des tokens fongibles. Ok, un Bitcoin égale un autre Bitcoin, mais un NFT n'est pas égal à un autre NFT. Parce que c'est bien ça qui fait leur différence, c'est cette signature numérique unique. Et j'aime bien l'exemple des NFT parce que on parle pas de crypto pour les NFT, on parle vraiment d'art, etc. Et, si tu veux, ce qui est intéressant de voir, c'est par exemple, je prends l'exemple du Play to Earn. Aujourd'hui, t'es un bon joueur de FIFA, par exemple. S'il y a une compétition et que tu arrives à débloquer une carte de joueur ou tu arrives à débloquer un joueur, etc., la technologie blockchain te permet de sortir euh, ce jeu, ce joueur, cet artefact, ce skin, peu importe dans l'univers du jeu vidéo dans lequel tu es, de le mettre sur une plateforme et de le vendre. Ce qui fait que tu peux devenir un joueur qui va gagner de l'argent grâce à la blockchain, si tu veux, sans être dans une équipe professionnelle, etc. Et ça, pour le coup, derrière ton canapé. Donc pour moi, le NFT, c'est un très bel exemple d'usage de la technologie blockchain qui révolutionne beaucoup de choses. Et on le voit en ce moment. T'as Sorar qui est évalué à 3 milliards, qui lève 500 millions. Enfin, t'as des trucs de fou qui se passent. Voilà. Soar, c'est quoi? C'est une plateforme d'art, je suppose, vu le nom? Sorar, tu sais, Ah, c'est excuse-moi, j'ai dit Sorar. Non, non, Sorar, c'est le français, c'est le fleuron français de la French Tech, la plus grosse levée de l'histoire de la French Tech. C'est, tu sais, si tu veux, cette plateforme de cartes Panini, ah, type carte Panini, Panini tu sais, numérique en ces fait. cartes à collectionner, etc., de footballeurs, où tu joues sur un fantasy football, te permettant, si tu veux, voilà, de gagner, de recevoir des cartes, etc., etc. Hmm. Ouais, donc là, on le voit pour les jeux, on le voit pour l'art, donc des œuvres d'art numérique qui seraient uniques. Et Bien sûr. j'avais parlé avec, je pense que j'avais fait une interview avec un pote à moi sur les baskets. Apparemment, tu sais, les sneakers, là, tu peux faire des NFT sur les sneakers, au lieu de, si tu veux acheter une paire, genre un peu peut-être de spéculation ou de détention, t'es pas obligé de la recevoir chez toi. Tu peux, avec les NFT, t'échanger le NFT comme on fait un Exactement. peu avec le pétrole, en fait. Exactement, exactement. Une bonne illustration. Tu peux tout NFTiser. Tu peux NFTiser un tweet, tu peux NFTiser ce que tu veux. Aujourd'hui, Hmm, donc parfois ça va un peu trop loin, mais il y a vraiment des hmm. applications qui sont sympas. Voilà, à titre perso, pas mal de projets dans l'écosystème en ce moment qui sont intéressants. Ouais, c'est ouais, c'est sûr que ça, il y a tellement, en fait, il y a tellement d'applications euh, avec cette crypto et avec la blockchain. C'est sûr que à un moment, ça avait mauvaise réputation, le Bitcoin, soi-disant, c'était pour. Enfin, il y a des dealers qui se sont fait payer en Bitcoin, mais c'est pas le fond de la chose. Et puis quand des dealers ils se font payer en dollars, on dit pas que le dollar c'est de la merde, C'est quoi. ça, Donc, exactement ça. et puis en fait, tu as toute la trace dans la blockchain. En fait, tu peux remonter à toutes les transactions
de C'est ça, quelqu'un. à C'est vrai que l'exception des blockchains anonymes, mais pour la ouais, quasi-majorité des cas, ouais, c'est c'est le ça. cas. Tout à Non, fait. bah c'est vrai que c'est impressionnant les blockchains. Et du coup, peut-être dans tes newsletters, elles sont découpées comment? Tu vas présenter un projet, tu vas présenter l'équipe. Qu'est-ce que tu décris en C'est fait dans. ça. Parce que je suppose, Et en fait, tu dis aux gens, voilà un bon projet, je pense que c'est bon, investissez ou pas, faites-vous un peu votre propre idée. Je suppose que c'est un peu ça le c'est principe. ça, si tu veux, c'est-à-dire que, en gros, la newsletter va reprendre les actualités marquantes du mois. Elles vont reprendre, on va faire des focus sur certains projets. Par exemple, on va faire un focus sur Avalanche, un focus sur un autre projet, etc. On va parler d'analyse technique, donc tu fais un peu plus trading, en disant, voilà, les tendances, court terme, moyen terme, est-ce que ça va plutôt monter ou plutôt descendre? Par exemple, on avait dit fin août aux clients du programme, bah, ça commence à puer un peu, donc sortez, commencez à vous placer en USDT, en stablecoin, ok, Mm. euh, et, euh, et voilà, et grosso modo, dans la newsletter, c'est ça. Si tu veux, c'est ces trois grosses parties-là, avec des bons plans, avec des tips, avec pas mal de choses comme ça. Et une petite question, tu sais, on parle souvent de DCA, de dollar cost averaging, quand tu rentres, donc rentrer à coût de, je sais pas, 1 000 € par mois, enfin peu importe, mais un peu une somme toutes les semaines, tous les mois équivalente. Est-ce que toi, tu as des conseils Parce que ce qui est le plus dur dans la crypto, c'est sortir. Tu vois, quand tu as ton portefeuille, il passe, enfin, admettons, tu as 20 000 € de portefeuille, le lendemain, il est à 21 000, tu te dis, ouais, j'ai gagné 1 000 € dans la journée, je vais peut-être pas couper la moitié parce que si demain, il reprend 5%, Ouais, là, le aujourd'hui, je te FOMO. parle, l'Ether, il a pris 8%. Je parlais avec un pote, là, il me dit, ouais, j'ai j'ai vendu mes Ethers ce matin. Et après, il vient me voir, ouais, ouais, il a pris 8%, je suis deck. Donc, est-ce que tu as une, je sais pas, une stratégie par rapport à comment est-ce qu'on sort? Est-ce que tu te mets des paliers ou est-ce que tu sors d'un coup en plusieurs fois? Alors, Comment est-ce que tu et si tu veux, il y a le DCA in, donc quand tu rentres, effectivement, pas rentrer comme un fou. Et il y a aussi le DCA out, c'est-à-dire que tu peux lisser ta sortie aussi. D'accord? Et ça, on aide les clients à dire, par exemple, bah, là, vous vendez 50% de ce token-là, etc., etc. Donc, c'est très important si tu veux le DCA, j'insiste jamais assez. Il faut bien respecter strictement son DCA à l'entrée comme à la sortie. Voilà. Et c'est vrai que c'est difficile, si tu veux, parce que le Ah, c'est pas FOMO, facile. donc c'est ce qu'on appelle le fear of missing out, c'est la peur de rater une opportunité. C'est le plus grand ennemi de l'investisseur. Si tu veux toujours se Ouais, dire ça a monté plus, ça a monté plus, il faut savoir prendre des profits. ouais. Ouais, c'est ça. Et quand il y a eu, moi, je suis beaucoup plus investi en actions. Quand il y a eu le Covid en mars 2020, que tu vois ton portefeuille qui prend moins 25% en 2 semaines. Franchement, il faut être quand même serein alors c'est le moment d'acheter, mais il faut être quand même serein en mode, bah vas-y, je remets au paquet parce que je me suis fixé comme DCA de tous les mois, je mets tant, quoi qu'il arrive. Alors que c'est le meilleur moment d'acheter. Mais quand on en parle là, c'est simple, mais vraiment, C'est vraiment, clair. c'est pas simple. Pour peu que tu saches que peut-être qu'à moyen terme, tu vas avoir besoin d'un peu d'argent de ce portefeuille et tout. C'est C'est clair. pas, C'est exactement donc, ça. ouais, je pense que c'est un bon conseil, c'est fixez-vous des règles et quoi qu'il arrive, faut pas, C'est ça. sauf. Faut essayer d'être à contre-tendance. C'est-à-dire, quand tout le monde achète, faut plutôt commencer à faire attention. Quand tout le monde vend, Mm, faut plutôt, tu vois, encore une ouais, fois, c'est ce qu'on essaye de faire. ouais, c'est ça. Ouais, moi je me rappelle typiquement en 2017-2018 là quand la bulle elle a éclaté. Enfin, en fait j'étais à un concert dans les toilettes et il y a un mec il commence à dire ouais on devrait pouvoir payer nos bières en Bitcoin, tu vois. Et quand j'ai entendu ça, en fait ça aurait dû être un déclencheur, tu vois. Quand tu es là à un endroit C'est ça. C'est tu vois, ça. de presque, c'était pas des hippies mais presque, tu vois, et qu'on commence à te dire à te parler de Bitcoin, que t'en entends parler, tu te C'est dis, clair. ouais là on est peut-être on est peut-être trop loin. C'est clair. Non, c'est clair. C'est tout à fait exact. Et, comment là, tu as dit que tu as 8 personnes. Comment je suppose qu'elles viennent pas du monde de la crypto ou très peu. Ou comment est-ce que vous vous formez justement dans un domaine qui est si jeune, si changeant? Comment vous faites Alors, pour être écoute, un peu précurseur? il y a deux profils dans mon équipe. Il y a les enfants de la crypto, des mecs qui n'ont pas de parcours scolaire, qui sont brillantissimes parce que ils ont fait que de la crypto toute leur vie, si tu veux. Ils ont 20 ans, ils ont des portefeuilles.
à plus de 6 chiffres. Et j'ai tu vois, l'ingénieur ou l'ancien professionnel, si tu veux, de la finance, qui s'est reconverti là-dedans et qui est très pertinent aussi. Donc voilà, j'ai ces deux profils-là et je pense que c'est très bien d'avoir les deux pour avoir un peu quelqu'un qui a de un, parce que les crypto-pépites, si tu veux, il faut des profils qui vont aller les dénicher. Ça va être les enfants de la crypto et tu vas avoir des profils un peu plus terre à terre qui vont faire des liens avec la macro et qui permettent de tirer des analyses un peu plus globales. Voilà. Ok. Et après, les news, vous allez sur les sites, sur Twitter, sur Telegram, sur je suppose un peu toutes les news qui sortent C'est dans toutes ça, les ouais. sources. Tout est bon à prendre et c'est vraiment, si tu veux, c'est beaucoup. On a beaucoup d'outils payants qui coûtent très cher pour avoir des recherches de qualité et de l'info de qualité. Tout est en anglais, donc voilà. Sur plusieurs projets, on était les seuls Français, les premiers Français à écrire sur le projet. Donc voilà, notre job c'est ça, c'est d'être avant-gardiste là-dessus. D'accord. Et bon, ce qui est justement pour les auditeurs, après, ce qui a un peu de rassurant, entre guillemets, c'est que c'est quand même toujours leur portefeuille. Voilà, les gens, ils gèrent. Vous êtes une source d'infos, en fait. Vous êtes pas, c'est pas comme, c'est pas comme une banque privée ou peut-être, enfin, les gens qui avaient de l'argent chez Lehman Brothers, voilà, s'il y a un problème, c'est plus compliqué de récupérer son argent. Là, C'est au pire, clair. les gens, ils vont appliquer un conseil qui était peut-être pas toujours meilleur. Mais je suppose que de toute façon, votre façon de penser, c'est qu'il y en a qui vont exploser et puis il y en a qui vont jamais rien donner. C'est un C'est peu ça, ça. exactement. Le but, c'est qu'on ait beaucoup plus de projets qui explosent que de projets qui donnent rien, quoi. Très Mm. clairement. Donc, ouais, non, c'est clair. Et dans les portefeuilles, il y a combien de crypto? Une quarantaine à peu près, 40, 45. Ouais, ouais, Ouais. Ok. voilà. Et après, vous suivez forcément en même temps, vous en dénichez, en même temps, il faut suivre l'actualité du coin, je suppose. Exactement, Qui est, exactement. Et donc ça, c'est groupe Telegram, Twitter et beaucoup de choses comme ça. Ok, super. On peut, je pense que là, par rapport aux crypto, on a bien vu. Peut-être tu peux nous parler de ton dernier projet là, de paiement par QR code, si tu veux. Je sais pas si c'est déjà assez mature pour que tu en parles ou peut-être tu peux en parler rapidement. Écoute, ouais, je peux en parler avec joie. Euh, Si tu veux, voilà, l'application, on est seul en Suisse pour l'instant et l'application, c'est un QR code posé sur la table au restaurant. Tu scannes, tout le monde scanne, c'est une web app, donc pas d'application à télécharger. Tu partages l'addition, chacun sélectionne ce qu'il a mangé, tu laisses le pourboire, tu payes et tout ça en moins de 20 secondes. Voilà, c'est l'objectif. Pour le restaurateur, c'est beaucoup d'avantages parce qu'il augmente son chiffre d'affaires, il augmente son tournus des tables, etc. Pour le consommateur, il n'est pas frustré à attendre le serveur, attendre 10 minutes, et puis En le gars fait, ils ne vient, demandent pas je paye par l'addition. carte. C'est ça le gros avantage. Exactement, tu ne demandes pas Ah ouais, mais ça, l'addition, c'est un tu perds super pas. gros gain de temps. Ouais. Exactement, tu perds pas Ouais. l'instant à aller chercher, si tu veux, le serveur, et puis il n'a pas le TPE, puis c'est le collègue, etc. Donc c'est vraiment un gain de temps. Et moi qui suis pressé au resto, si tu veux, Ah, c'est voilà. ouais, en fait, j'avais déjà pensé déjà à la commande, tu vois. Bon, maintenant, il y a les QR codes sur les tables, mais avant, quand tu réfléchis, tu t'assois, le serveur, il t'amène le menu, après, il revient, il veut les boissons, après, il revient le plat. Tu perds trop de temps. Exactement, exactement. Et Et après, aujourd'hui, je suis l'addition, c'est associé encore avec 2 fois, et souvent, ils oublient la machine à carte, alors que tout le monde paye en carte. Donc, exactement. ouais. Ah non, c'est clair. Ah ouais, non, ça, c'est vraiment une bonne idée, ouais. C'est clair. Et voilà, aujourd'hui, mes associés, donc si tu veux, c'est tous des gens qui comptent un peu. Donc, parmi les associés, si tu veux, il y a le CEO qui est un crack, qui a monté sa première boîte à 14 ans, qui a aujourd'hui une dizaine de boîtes et il n'en est pas à son premier projet. Ça, c'était voilà la raison qui m'a un peu convaincu de rejoindre le projet. Et puis, il y a Asher aussi dans le projet, Owen Ah ouais, Simonin, très connu euh, sur les en réseaux, hein, pour la crypto, ouais, crypto. ainsi que son frère. Et on a une bonne équipe. Et puis ça y est, ça commence à grossir. Et puis on organise notre. Enfin, c'est marrant parce que le sujet n'était pas prévu pour notre podcast, mais tant qu'on y est, voilà, on lève on fait notre premier tour de table où on lève pour la première fois des fonds pour la boîte. Donc, c'est le Donc seed, comme My Seed Advisor.
Exactement. On est en période de seed. L'objectif, c'est de faire une sortie dans 3-4 ans. Et voilà. Et si jamais il y a des auditeurs intéressés, voilà. Bon, on a une liste d'attente qui est assez longue en termes d'investisseurs, mais voilà, peut-être qu'il y aura un Pour la profil qui série A ou retiendra série notre B, au attention. pire. Exactement. Voilà. Exactement. Ouais, et donc, en fait, vous vendez une sorte de logiciel, je suppose, aux restaurateurs pour faire le Lui, lien on lui vend entre. juste le QR code sur sa table. Nous, on se rémunère sur les frais de transaction et voilà. Et pour lui, on lui vend le fait que il va avoir ses serveurs vont avoir plus de pouvoir et lui il va avoir un meilleur chiffre d'affaires. Voilà. Ah, c'est vraiment une Donc bonne idée hein, pour passer. Bon, j'ai souvent au resto. Ah, tu gagnes vite 10 minutes sur un déjeuner, en fait, avec ça, quoi. Donc, carrément, carrément. Et puis ça fois le nombre de services qu'il va avoir par jour, ouais. ça compte. Clairement, ça compte. Donc, Non, ouais. ouais, beau projet. Et du coup, c'est sûr que maintenant, on parlait de quitter la banque privée. Voilà, maintenant, tu as MySeed Advisor, tu as ça, et puis probablement encore plein d'idées en tête, donc c'est super. Mm. Euh, pour finir l'entretien, je pose toujours 3 questions aux invités. Donc, la première, c'est est-ce que tu as un livre ou une ressource à recommander? Et que pour la Écoute, crypto, il oui. n'y a pas trop de livres, mais il y en a Non, quand mais même, hein. Ouais. j'ai ce livre j'ai ce livre qu'on vient de m'offrir. J'ai entendu beaucoup de bien. Je l'ai pas encore lu, mais c'est Les principes du succès de Ray Dalio, qui est un gros investisseur crypto aussi. Donc voilà, Bill Gates a témoigné, Tony Robbins aussi. Donc je recommandais ce livre. J'ai commencé à le feuilleter, c'est super. Et voilà, Donc, les Les principes du principes du succès succès de Ray de Dalio. Red Hat. D'accord. Et deuxième question, c'est si je te donnais 100 000 euros là tout de suite, qu'est-ce que tu en ferais? Sans prendre aucun risque, je ferai mes petits 10% par an dessus sur 50 000 dollars et sur les 50 000 autres, je dirais placer sur des crypto-pépites. Donc, et les 10%, tu les ferais comment sur de la DeFi? Ouais, sur du lending, ouais, tout à Ouais. fait. Ouais. Parce Qu'on que ça, on aborde n'en aussi a dans le pas cadre trop du parlé groupe. du lending, mais donc, en fait, on peut stacker, c'est pareil, hein. Stacker, lending, c'est la même chose, hein. Ou pas tout à Ouais, fait. tu peux utiliser ce terme-là. Ouais. Tu peux en fait stacker tes cryptos, donc soit des stablecoins, soit des cryptos qui ont des cours qui bougent. Et, euh, et cet argent, il est bloqué. Enfin, tu peux le débloquer comme tu veux un peu, non? Où il y a C'est je pense ça. qu'il y a Non, tu des restes très liquide projets. Ouais. sur du lending, tu restes très liquide, donc tu peux retrouver tes fonds facilement. Après, par contre, quand tu stacks des cryptos, parfois, il y a un délai de stacking qui peut aller jusqu'à un mois, 2 ans pour de l'Ether. Enfin, voilà, t'as beaucoup de. Ouais, c'est ça, les projets souvent novateurs, eux, ils veulent que l'argent il soit bloqué assez longtemps. Et puis les autres, il y Ouais, en a, c'est assez simple, quoi. Puis si vous avez de ouais, l'USDT ou des trucs comme ça, c'est encore beaucoup plus simple. Et par contre, les taux d'intérêt, ils ont tendance à pas mal varier. Quand c'est un peu la folie, que tout le monde veut acheter de la crypto, les gens ils font du levier x10, là, tu as des bonnes rémunérations. Et puis après, c'est ça clair. peut vite baisser, quoi. C'est Ok, clair. d'accord. Et puis, pour finir, est-ce que tu as une citation, un dicton qui Ouais, t'inspire ou que tu veux partager à la communauté? j'en ai un. Je sais pas qui l'a dit, mais c'est n'écoute pas les conseils constructifs de ceux qui n'ont jamais construit. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir te lancer dans un projet, un machin, tu vas avoir 1000 personnes qui vont te dire, mais attends, t'as un bon job, t'es une bonne situation, machin truc. Peu importe, dans tout ce que tu vas toujours avoir ça, ne jamais écouter ces personnes-là. Ne jamais écouter ces conseils de gens qui n'ont jamais rien construit. Je pense que c'est plein de bon sens. C'est aussi un peu une réflexion qu'on peut avoir avec les journalistes, tu sais, qui vont critiquer quelqu'un qui a trop d'argent. Mais si toi, tu n'as pas d'argent, tu peux pas critiquer. Tu peux critiquer les gens qui sont. Enfin, c'est un peu. Voilà, c'est ça. Ou quelqu'un qui va, je sais pas, un vieux qui va critiquer un rappeur. Si tu es dans le rap et que tu as percé, là, tu peux donner des conseils au rappeur. Mais sinon, tu n'as aucune légitimité, en fait, pour ça. C'est un très bon conseil. Eh ben, Nathan, en tout cas, ça m'a fait super plaisir d'avoir cet échange avec toi. Bah, Et moi aussi, du coup, si écoute. on veut te suivre, il y a un site MySeed Advisor, je suppose. Écoute, ouais, on a le compte Instagram MySeedAdvisor, on a un groupe Telegram, si tu veux, on mettra les liens dans le podcast, un groupe Telegram MySeedAdvisor, et
Puis il y a le site internet aussi, ouais, tout à fait. Et si on veut faire partie du projet, donc si on veut souscrire, c'est via le site internet. Exactement, tout à fait. Et on n'en a pas parlé, tu peux dire combien ça coûte? Comme ça, les gens, ils savent. Ouais, si tu veux, bah, le programme, donc sur une année, ça coûte à peu près 1300 et quelques euros. Voilà, c'est pour ça que je conseille d'avoir au moins 3000, 3005 euros à investir sur l'année pour bien rentabiliser. Parce qu'avec les performances qu'on réalise, c'est vite rentabilisé, mais voilà, c'est pour avoir un petit matelas de sécurité. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Nathan. Et bah, à très bientôt. Avec plaisir, mon cher Thibaut. Allez, bye bye, ciao. Salut. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi, j'étais ravi d'accueillir Nathan sur cet épisode. C'est le moment de partager, de mettre une note 5 étoiles, un commentaire sur Apple Podcast ou sur YouTube, un petit commentaire en bas de la vidéo ou de vous abonner. Je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas, si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, pensez à multiplier les investissements. Bye bye.